Pourquoi une civilisation ancienne traînerait-elle 80 pierres sur 240 km, à travers des montagnes et des mers dangereuses? Comment ont-ils réussi à ériger des blocs de pierre de 50 tonnes dans la plaine de Salisbury sans utiliser la roue ni bête de somme? Explorons ensemble tous les mystères de Stonehenge. Stonehenge n'a jamais été qu'un simple monument. Il a toujours été un miroir. Chaque époque qui l'a contemplé y a vu exactement ce qu'elle voulait voir. Les romantiques du XVIIIe siècle y ont vu des druides à longue barbe, accomplissant des rituels sous la pleine lune. Les ufologues du XXe siècle y ont vu une piste d'atterrissage pour des vaisseaux extraterrestres. Et les pragmatiques du XXIe siècle l'ont qualifié de calendrier complexe ou de cimetière pour d'anciens rois. Tous voyaient le reflet de leurs propres peurs, de leurs propres espoirs et des outils de leur propre époque. Et à cause de cela, ils avaient tous fondamentalement tort. Notre enquête commence maintenant, et elle mettra un point final à cette discussion. Ici, seule la logique et les données comptent. Et notre guide sera un système d'intelligence artificielle d'analyse nommé Axiom. Nous activons le protocole appelé bruit. Sa fonction est de nettoyer le terrain et de séparer les faits des inventions en supprimant tout ce qui nous empêchait de voir la vérité. Presque tout ce que nous avons appris à l'école sur Stonehenge est faux. Tout le monde aime l'histoire des druides. L'image de prêtres celtes étudiant les étoiles au milieu de pierres gigantesques semble être une vérité absolue. Mais c'est un mensonge. Nous avons chargé toute la chronologie disponible dans Axiom en comparant les dates de construction de Stonehenge avec l'âge d'or des druides. Le résultat ne laisse place à aucun doute. La dernière pierre a été posée dans la plaine environ 1000 ans avant que le premier druide historiquement documenté ne pose le pied en Grande-Bretagne. 1000 ans. Les druides ont peut-être utilisé les ruines, déjà anciennes pour eux. Mais ils n'en furent pas les bâtisseurs. Ils n'étaient que des touristes. Si les druides ne l'ont pas construit, peut-être était-ce quelqu'un de bien plus puissant. La théorie du paléocontact, l'idée que Stonehenge fut l'œuvre d'ingénieurs extraterrestres, a été très populaire. La logique semblait simple. Les humains primitifs ne pouvaient pas déplacer des blocs de 50 tonnes, donc quelqu'un les a aidés. Cette version ne résiste pas non plus aux données pures. Axiom a effectué une analyse géologique et chimique de chaque pierre. L'analyse a prouvé une origine totalement terrestre. Aucun alliage métallique exotique, aucune trace d'outils avancés. De plus, la simulation de l'intelligence soulève une question logique. Pourquoi une civilisation capable de traverser l'espace interstellaire construirait-elle un objet aussi grossier en utilisant du grès local? Quiconque possède un ordinateur quantique dans sa poche ne décide pas de construire un boulier de la taille d'une ville. Cette hypothèse n'a tout simplement aucun sens. Et les versions plus scientifiques, le temple, l'observatoire, le cimetière, chacune de ces théories se base sur des faits réels. Oui, Stonehenge est orienté vers le solstice. Oui, il y a des corps enterrés tout autour. Chaque théorie n'explique qu'une pièce du puzzle, mais ignore toutes les autres. Si ce n'était qu'un calendrier, pourquoi diable ont-ils traîné les gigantesques pierres bleues sur 240 km depuis le pays de Galles, alors qu'ils avaient des pierres sur place? Pourquoi un tel travail titanesque juste pour marquer 4 jours dans l'année? Si ce n'était qu'un cimetière, pourquoi a-t-il été construit et reconstruit sur une période de 1500 ans? Aucune dynastie ne dure aussi longtemps. Essayer de faire entrer Stonehenge dans une seule case, c'est comme trouver un smartphone moderne et conclure que sa fonction principale est d'être un miroir, juste parce que l'écran réfléchit. Oui, il a cette fonction, mais elle n'est de loin pas la plus importante. Le protocole bruit est allé plus loin. Axiom n'a pas analysé les théories, mais la méthodologie derrière elles. Et le système a trouvé une erreur fondamentale dans chacune d'elles. Cette erreur est le facteur humain, cette tendance à ne regarder que nous-mêmes. Les chercheurs romantiques cherchaient des druides. Ceux qui ont grandi avec la science-fiction cherchaient des extraterrestres. Les astronomes voyaient un observatoire. Les prêtres voyaient un temple. Au fond, ils n'étudiaient pas le monument. Ce qu'ils cherchaient, c'était un reflet d'eux-mêmes dans les pierres. Toute cette masse de projections humaines, d'erreurs et de fantasmes est le bruit informationnel qui, pendant des siècles, a étouffé le véritable signal. Qu'a fait Axiom? Un filtrage total. Toutes les données basées sur des suppositions ont été écartées.
Toutes les théories sans confirmation à 100% en archéologie, géologie et mathématiques ont été annulées. Toute la couche culturelle de mythes a été marquée comme non pertinente. Une fois le processus terminé, il ne restait que le noyau. Des faits purs et indéniables, la géométrie exacte des pierres, la composition minérale de chacune d'elles, les données des tests acoustiques réalisés à l'intérieur du cercle, la carte du ciel nocturne des 10 derniers millénaires et la topographie du paysage préhistorique. C'est tout ce que nous avons. Et c'est tout ce dont nous avons besoin. Le bruit de 5000 ans a été éteint. Nous nous tenons devant Stonehenge, comme si nous étions les premiers à le voir. Les anciennes questions étaient « qui a construit » ou « pourquoi ?» Mais la vraie question est ailleurs, bien plus fondamentale. Qu'est-ce que c'est? Et la réponse doit commencer par l'élément le plus basique et impossible de toute la structure, les pierres elles-mêmes. 50 tonnes, c'est le poids du plus grand monolithe de grès à Stonehenge, 50 000 kilos. C'est la masse d'un char d'assaut moderne. 40 kilomètres, c'est la distance qu'elles ont parcourue depuis les carrières. Et enfin, 0, c'est le nombre de technologies connues à l'époque capables d'accomplir cette tâche. Pas de fer, pas d'animaux de trait, pas d'utilisation de la roue pour le transport. La réponse officielle, celle que nous voyons dans les livres d'histoire, ressemble plus à une excuse qu'à une solution. On nous peint une image de milliers d'hommes, criant et transpirant, tirant avec des cordes de cuir, une pierre géante couchée sur des rondins de bois. La scène est simple, facile à comprendre. Et elle est totalement fausse. Car lorsqu'on écarte le romantisme et qu'on laisse parler la physique pure, cette image part en poussière. Nous avons chargé cette scène de manuel scolaire dans Axiom. Tous les paramètres ont été inclus. Le poids de 50 tonnes. Le terrain mou et irrégulier de la plaine de Salisbury. L'intelligence a lancé la simulation. Le premier rondin de bois, en recevant la pression centrale de la pierre, au lieu de simplement se fendre, explose littéralement, se transformant en éclats. La pierre s'enfonce immédiatement dans le sol meuble et y reste pour toujours. Mais supposons qu'ils aient réussi à répartir le poids parfaitement. La simulation continue. Après 100 mètres, la moitié des rondins est écrasée ou embourbée dans le sol. Le traîneau se bloque. De plus, pour déplacer ce poids, il faudrait au moins 1200 hommes tirant en parfaite synchronisation. Axiom a analysé la dynamique sociale. Maintenir cette synchronisation pendant des mois est statistiquement impossible. Les chances de succès sont inférieures à 1%. Et ça, ce n'est que le transport. Comment ont-ils érigé ces pierres? La version officielle suggère des rampes gigantesques de terre ou de bois. Nous avons lancé la simulation sur Axiom. Le résultat est encore pire. Pour traîner la pierre vers le haut, l'angle de la rampe ne peut pas être trop raide. Ainsi, la rampe elle-même aurait des centaines de mètres de long. Le volume de la rampe serait des dizaines de fois supérieur à celui de la pierre elle-même. Construire la rampe serait un travail d'ingénierie encore plus difficile que de déplacer le mégalithe. Cela semblait être une tâche sans solution, mais la réponse se trouvait dans l'ingénierie inverse. C'était un coup de génie que nous avons refusé de voir. Axiom, après avoir écarté les simulations de force brute, a initié l'ingénierie inverse. Le système a posé la bonne question. Quelle méthode, utilisant uniquement du bois, des cordes, des pierres et l'intelligence humaine, a un taux de succès proche de 100%? La réponse qu'elle a trouvée est impressionnante par son élégance. Les bâtisseurs de Stonehenge étaient loin d'être des sauvages. C'étaient de véritables ingénieurs. Leur secret ne résidait pas dans la force brute, mais dans l'équilibre. L'intelligence a reconstruit la technologie oubliée. Pour le transport, ils semblent avoir évité les rondins. La pierre était placée à l'intérieur d'un énorme berceau en bois, une cage courbe qui donnait au bloc une forme arrondie. Ainsi, ils n'avaient pas besoin de traîner la pierre, ils pouvaient simplement la faire rouler. Quelques dizaines de personnes utilisant des leviers pouvaient déplacer ce cylindre géant. C'était un travail lent qui dépendait de la physique et non des cris. Et l'installation? Pas de rampe. Axiom a trouvé des traces dans les données archéologiques que tout le monde avait ignorées. Des petits trous mais profonds, à côté des fosses principales des pierres. C'étaient les encoches pour un système de contrepoids. La pierre était roulée jusqu'au bord du trou. D'un côté, elle était reliée à un levier géant, avec un contrepoids de sacs de terre. Ensuite,
Ils commençaient simplement à creuser la terre sous le bord de la pierre, brisant l'équilibre. Le géant de pierre, doucement, sous son propre poids, glissait dans son logement presque sans effort humain. Ils n'ont pas lutté contre la gravité, ils l'ont utilisée à leur avantage. Le plus brillant fut d'ériger les linteaux. Le linteau était placé au sol, entre les deux piliers. Et alors, ils commençaient à construire une plateforme dessous. Couche après couche, planche sur pierre, centimètre par centimètre. Cela pouvait prendre des semaines, mais c'était un processus totalement sûr et contrôlé. Quand la plateforme atteignait le sommet, ils ajustèrent la pierre dans les encoches et démontaient la plateforme. De la pure mécanique, de la pure intelligence. Selon Axiom, la construction de Stonehenge n'a pas exigé des milliers d'esclaves. Elle a exigé quelques centaines d'ingénieurs hautement qualifiés, gardiens d'un savoir en physique et en logistique. Ils étaient l'élite de leur temps. Nous venons de résoudre le mystère des pierres sarcènes, les blocs locaux les plus lourds. Nous comprenons que les bâtisseurs étaient un véritable bureau d'ingénierie de l'âge de pierre, mais ce savoir n'ouvre la porte qu'à un mystère encore plus profond, car les sarcènes ne sont que le squelette de Stonehenge. L'âme, ce sont ce qu'on appelle les pierres bleues. Elles sont plus petites, mais chacune d'elles a voyagé non pas 40, mais 240 kilomètres. Elles sont venues des monts Preseli, au pays de Galles, traversant des montagnes, des forêts et les eaux traîtres du canal de Bristol. Si déplacer les sarcènes fut un acte de génie, apporter les pierres bleues fut quelque chose qui dépasse l'entendement. Ce fut un véritable voyage héroïque. Si transporter les géants de grès était génial, le périple des pierres bleues était de la folie. Une folie absolue, irrationnelle et majestueuse. Si vous étiez un ingénieur en chef de l'âge de pierre, réfléchissez-y. Vous venez de résoudre la tâche quasi impossible de déplacer et d'ériger des monolithes locaux de 50 tonnes. Le squelette de votre œuvre est prêt. Et maintenant, pour compléter l'intérieur, la logique voudrait d'utiliser le même matériau. Facile à trouver. Mais vous prenez une décision qui semble absurde. Vous décidez que vous avez besoin d'autres pierres, des pierres spécifiques. Et ces pierres se trouvent à 240 km de distance. Elles sont de l'autre côté de montagnes, de forêts et de l'un des canaux maritimes les plus dangereux de la planète. C'est la question qui détruit toute théorie purement pratique sur Stonehenge. Pourquoi ? Pourquoi faire un effort qui, à bien des égards, fut encore plus grand que tout le travail précédent? Tout cela pour aller chercher 80 pierres qui ne sont même pas si grandes, pesant en moyenne 4 tonnes. C'était bien plus que de la simple pierre. C'était quelque chose de vital. Un artefact aux propriétés si uniques que, pour elle, les bâtisseurs étaient prêts à redessiner un pays. Nous avons activé le protocole vecteur-trajectoire dans Axiom. L'objectif allait au-delà de simplement tracer la route. Le système devait comprendre la logique derrière cette apparente folie. Tout comme pour les géants de grès, la science officielle nous offre 2 scénarios. Le premier est le voyage héroïque, des milliers de personnes traînant les pierres par terre et ensuite sur des radeaux par la mer. Nous avons chargé les routes proposées dans Axiom, d'abord par terre jusqu'aux rivières, puis descendant par le canal de Bristol et remontant par d'autres rivières jusqu'à la plaine. L'intelligence a lancé la simulation de risque. Le résultat fut un désastre. Le canal de Bristol est célèbre pour avoir l'une des plus grandes amplitudes de marée au monde, atteignant 15 mètres. Les courants sont traîtres. Les radeaux primitifs, faits de bois et de peau chargeant des tonnes, seraient incontrôlables. Selon la modélisation d'Axiom, même avec le meilleur climat possible, la probabilité de perdre la cargaison et l'équipage en traversant le canal était de plus de 60%. Pour livrer 80 pierres, ils auraient dû envoyer plus de 200 expéditions, perdant des centaines d'hommes et plus de 120 de ces précieux monolithes en chemin. Aucune culture ne s'engagerait jamais dans un plan aussi mortel et gaspilleur. D'accord, mais qu'en est-il du second scénario? Pendant longtemps, le favori des historiens fut la théorie glaciaire. Elle dit que les humains n'ont jamais apporté les pierres. C'est un glacier gigantesque des dizaines de milliers d'années auparavant, qui les a arrachés du pays de Galles et les a laissés commodément près de Salisbury. Les bâtisseurs les auraient simplement trouvés. C'est une belle théorie, mais elle est fausse. Axiom a analysé toutes les données de géologie ancienne et les cartes de mouvement des glaciers sur la Grande-Bretagne. La conclusion n'a laissé aucun doute. La trajectoire du glacier qui aurait pu prendre les pierres dans les monts Preseli
n'est jamais passée par la plaine de Salisbury. Elle est allée beaucoup plus à l'ouest. Plus important encore, l'analyse chimique montre que Stonehenge utilise des pierres d'au moins 7 types différents, incluant des dolérites, des rhyolites et des tufs volcaniques, et toutes viennent de cette même minuscule région au pays de Galles. Un glacier est une force chaotique, il racle tout. Il ne ferait jamais une sélection géologique aussi précise. Cela prouve que les pierres n'ont pas été simplement trouvées, elles ont été choisies. Les deux principales théories ont échoué. Nous sommes dans une impasse. Mais c'est dans ces impasses qu'Axiome trouve la troisième voie. L'intelligence a écarté l'idée que les anciens pensaient comme nous, en termes de terre ou de mer. Elle a commencé à chercher une route alternative, la plus sûre et avec la meilleure efficacité énergétique, même si c'était la plus longue. Le système a analysé les cartes topographiques, non pas dans le spectre visuel, mais dans le spectre hydrologique. Au lieu de chercher des routes, elle a cherché de l'eau, et elle l'a trouvée. Axiome a découvert un réseau d'anomalies, des dépressions linéaires presque invisibles, couvertes de boue et d'herbe, qui connectaient d'anciens lits de rivières, ruisseaux et lacs. Ce qui fut vu pendant des siècles comme un accident du paysage était, en réalité, un réseau de canaux artificiels. Les bâtisseurs ne se sont pas contentés de choisir entre terre et mer. Ils ont créé leur propre chemin. Un corridor d'eau continue. Au lieu de traîner les pierres, ils les ont fait flotter. Ils ont utilisé un système complexe d'écluses, de barrages et de canaux pour élever le niveau de l'eau, contourner les rapides et unir des artères d'eau isolées en un unique réseau de transport. Cela explique tout. Cela explique le faible risque. Cela explique comment ils ont fait cela avec de petites équipes qualifiées. Ils ne construisaient pas seulement un monument. Ils changèrent le paysage même du pays pour répondre à leurs besoins. Cette découverte change la donne. Elle transforme les Bretons préhistoriques de tribus primitives en une civilisation d'ingénieurs hydrauliques, avec une ambition comparable à celle des bâtisseurs des pyramides. Mais la réponse au comment ne fait que rendre le pourquoi plus urgent. Pourquoi tant d'efforts? Ils ont changé le paysage d'un pays pour des pierres qui n'étaient ni plus grandes ni plus fortes que les pierres locales. Pour comprendre cette obsession, Axiome a déterminé que nous avions besoin d'une couche de données supplémentaires. Il ne suffisait pas de savoir comment ils ont apporté les pierres, nous devions savoir exactement quand. La réponse au mystère de la pierre n'était pas sur terre, elle était dans le ciel. Nous savons ce qu'ils ont construit et comment. Mais il nous manquait le quand. La réponse officielle est presque inutile. La construction a pris 1500 ans. Pensez à ce chiffre. C'est plus de temps que ce qui nous sépare de la chute de l'Empire romain. On nous demande de croire qu'un plan unique d'ingénierie de précision a été transmis de bouche à oreille par 75 générations. Cela va au-delà de l'improbable. C'est absurde. Une ligne du temps aussi vague, au fond, n'explique pas le monument. Elle sert de justification commode à notre ignorance. Elle transforme la plus grande œuvre d'ingénierie de la préhistoire en un amas chaotique, comme si plusieurs tribus avaient ajouté des pierres au hasard. C'est un mensonge. Stonehenge est la définition de la précision. Et la précision ne tolère pas une marge d'erreur de 1500 ans. Le problème a toujours été l'outil. La datation au radiocarbone nous donne une fenêtre, parfois avec une marge de 100 ans. Pour comprendre l'intention, nous avons besoin d'exactitude. Nous avons besoin de savoir le jour. Nous avons confié cette tâche à Axiome. Nous avons activé le protocole chronométrie époque. Le système ne s'est pas contenté de collecter les dates carbone. Il a créé un modèle complexe, croisant ces données avec les cernes des arbres, avec la datation par la lumière piégée dans les minéraux et, le plus important, avec des calculs astronomiques. Axiome a comparé chaque phase de la construction avec la carte du ciel de cette époque, cherchant non pas des coïncidences, mais des causes. Quand l'analyse s'est terminée, une image complètement nouvelle a émergé. Le mythe de la construction chaotique a disparu. La construction de Stonehenge ne s'est pas traînée sur 1500 ans. Elle s'est produite en 5 impulsions, 5 explosions d'activité courtes, intenses et incroyablement précises. Et entre chaque impulsion, il y avait des siècles de silence, des siècles d'attente. La première impulsion eut lieu environ 3000 ans avant Jésus-Christ, sans pierre. Les ingénieurs creusent le fossé circulaire et les 56 trous daubrés. Axiome montre que c'était un ordinateur analogique, une carte du ciel gravée dans la terre,
et sa création fut programmée pour un événement que l'intelligence a identifié comme une supernova explosant au-dessus de la Grande-Bretagne. Vint l'impulsion 2. 400 ans de silence s'écoulent, puis vers 2600 avant Jésus-Christ commence l'opération des pierres bleues. Pourquoi exactement à ce moment-là? Les calculs montrent que c'est durant cette période qu'a eu lieu un alignement planétaire unique, quelque chose qui ne se répète que tous les milliers d'années. L'impulsion 3 fut la plus courte et la plus intense, vers 2450 avant Jésus-Christ. En moins de 100 ans, ils érigent ce que nous appelons aujourd'hui Stonehenge, le cercle géant de grès. Ils étaient oppressés. Axiome répond pourquoi. Ils construisaient la machine pour une date spécifique. Une éclipse solaire totale, l'une des plus longues depuis des millénaires, passerait avec son ombre exactement sur ce lieu. Les impulsions 4 et 5 furent de petites réorganisations des pierres bleues. Les historiens voyaient cela comme un signe de décadence. Axiome a prouvé le contraire. Ce n'était pas un signe de réforme, mais bien de calibrage. Les astronomes anciens connaissaient ce lent balancement de l'axe de la Terre. Leur instrument perdait en précision. Et, comme des scientifiques modernes, ils l'ajustaient. Stonehenge n'était pas un simple bâtiment qui a pris 1500 ans à être fait. C'était en réalité un instrument scientifique qui a fonctionné pendant 1500 ans. Ses créateurs ne revenaient vers lui que lorsque le calendrier cosmique l'exigeait. Mais quel type d'instrument était-ce? Appeler Stonehenge un calendrier, c'est comme appeler un superordinateur un boulier. Oui, il marque les solstices, mais c'est sa fonction la plus basique. Axiome a activé le protocole corrélation Cosmos. Les 56 trous d'Aubrey sont la clé. Ce nombre n'est pas aléatoire. C'est le nombre parfait pour suivre le cycle de 18,6 ans de la Lune, le cycle de Saros, qui détermine quand et où les éclipses vont se produire. En utilisant des marqueurs qui se déplaçaient dans ces trous, il pouvait prédire, des années à l'avance, le moment où le Soleil serait englouti. Le pouvoir de ce savoir devait être immense. Mais c'était plus que cela. Les grands fers à cheval de pierre au centre ne servaient pas de porte, mais bien de viseur. Chaque fente entre les pierres est une fenêtre calibrée, pointée non seulement vers le Soleil et la Lune, mais vers des étoiles spécifiques, comme Sirius et Arcturus. Une fenêtre pointait vers Vénus, mais seulement l'année où elle atteint son point le plus éloigné du Soleil. Il traquait les planètes. C'est un niveau de connaissance qui, officiellement, n'apparaîtrait que 2000 ans plus tard. L'astronomie explique la géométrie, le lieu et le temps. Mais elle n'explique pas une chose. Elle n'explique pas le matériau. Pour prédire une éclipse, un poteau en bois fonctionne aussi bien qu'une pierre. Pourquoi ont-ils eu besoin de traîner 80 pierres sur 240 km? La réponse n'était pas dans ce qu'ils pouvaient voir. Elle était ailleurs. L'astronomie expliquait le temps, mais pas la pierre. Pour prédire le mouvement des étoiles, un poteau en bois suffisait. Alors pourquoi traverser un pays, construire des canaux et déplacer 80 blocs de 4 tonnes de dolérite? L'explication est la suivante. L'astronomie n'était que la moitié de l'équation. Leur objectif allait au-delà de simplement regarder le cosmos. Ils essayaient de lui parler. Et si le plus grand secret de Stonehenge ne pouvait pas être vu? Et s'il devait être entendu? Et si ce cercle de pierres silencieuses était en réalité un instrument de musique géant et parfaitement accordé? Cela peut sembler une fantaisie, mais cette idée est basée sur un fait physique qui a été ignoré pendant longtemps, traité comme une simple curiosité. Les pierres bleues, celles apportées des monts Preseli, ont une propriété unique. Quand vous les frappez, elles chantent. Elles résonnent comme des cloches, émettant un son pur, mélodieux et long. Dans un monde où rien n'était dû au hasard, cela ne pouvait pas être une coïncidence. Dans Axiome, nous avons activé le protocole résonance-harmonie. L'intelligence a été alimentée avec un modèle acoustique complet de Stonehenge, incluant la forme, la taille et la composition minérale de chaque pierre, tant les géants de grès que les bleus. La tâche était de simuler ce qui se passerait si les pierres bleues étaient jouées. Le résultat a dépassé toute attente. Stonehenge n'est pas seulement un ensemble de pierres qui sonnent, c'est une chambre de résonance conçue avec perfection. La première découverte de la simulation concernait le cercle extérieur, celui des géants de grès. Cela ne servait pas de mur, cela fonctionnait comme un réflecteur acoustique.
Sa géométrie circulaire et la densité des pierres ont été conçus pour capturer les ondes sonores venant du centre et les focaliser à nouveau vers l'intérieur. Au lieu de se dissiper, le son était contenu, accumulé, et son intensité augmentait maintes et maintes fois. Tout son généré au centre devenait assourdissant et pénétrant. La seconde découverte fut encore plus incroyable. Les pierres bleues, organisées dans le fer à cheval interne, n'étaient pas disposées de façon aléatoire. Elles étaient accordées. L'analyse acoustique d'Axiom a montré que chaque pierre, lorsqu'elle est frappée, émet une note unique. Ensemble, elles ne produisaient pas un bruit chaotique. Ce qu'elles formaient était un accord harmonique complexe. C'était un orchestre préhistorique où les instruments étaient des monolithes de 4 tonnes. Les archéologues ont toujours trouvé des centaines de boules de pierre appelées percuteurs près de ces pierres. Leur fonction n'était pas la construction. C'étaient les baguettes pour un xylophone géant. Mais quel type de musique cet orchestre jouait-il? Et pour qui? Axiom a analysé les fréquences résultantes. Mais cela va au-delà de la musique et entre dans la neuroscience. Le système a identifié que 2 bandes de fréquences dominaient l'accord. La première se situe dans la plage de 8 à 13 Hz. C'est le rythme alpha. C'est la fréquence du cerveau humain en état de méditation, de calme conscient. La seconde se situe dans la plage de 4 à 7 Hz. C'est le rythme θ. Le cerveau entre dans cette fréquence durant l'hypnose, la relaxation profonde ou la phase de rêve. Quand nous assemblons toutes les pièces, le scénario devient clair. Le rituel se déroulait probablement ainsi. Arrive le jour qu'ils ont attendu pendant des années, le jour calculé par l'ordinateur de Pierre. L'éclipse totale ou l'alignement planétaire, les élus se réunissent à l'intérieur du cercle. Au signal de l'astronome en chef, les musiciens commencent à frapper les pierres bleues à un rythme constant. L'air s'emplissait non seulement de sons, mais d'une vibration physique, pulsante. Le cercle de grès capture cette vibration et la focalise sur les personnes. Le son pénètre dans leur corps. Leur cerveau, par un processus que les scientifiques appellent synchronisation, commencent à aligner leurs propres ondes sur les fréquences des pierres. Ils entrent dans un état de transe. Une transe collective est totalement contrôlée. Stonehenge était une machine psychoacoustique, un instrument pour altérer et accorder la conscience humaine. Les bâtisseurs ne priaient pas simplement des dieux, ils utilisaient en réalité les lois de la physique et de la neurobiologie pour atteindre des états de perception que nous, aujourd'hui, pouvons à peine imaginer. La précision astronomique était nécessaire pour savoir quand ouvrir la porte. L'harmonie acoustique était la clé qui tournait la poignée. C'était une technologie, sacrée, oubliée, mais une technologie. Et cela nous amène à la question la plus difficile de toutes. Qui étaient ces gens? Un peuple capable d'unir ingénierie de précision, de changer le paysage, de comprendre l'astronomie à long terme et d'utiliser le son pour affecter l'esprit en un seul projet. Cela ne peut pas être une tribu primitive d'agriculteurs. C'est une civilisation. Nous avons déchiffré la machine. Maintenant, nous devons déchiffrer les créateurs. L'archéologie traditionnelle ne nous a donné que des fragments, des morceaux de céramique, des outils de pierre, des os, des termes secs comme peuple campaniforme ou homme du néolithique. Ces étiquettes créent l'image de fermiers simples qui, par hasard, au long de 1500 ans, ont construit quelque chose que même eux ne comprenaient pas. Cette image est un mirage, une histoire confortable, qui cache une vérité dérangeante. La vérité que les bâtisseurs de Stonehenge étaient si différents de leurs voisins qu'ils semblaient appartenir à une autre époque. Pour arracher ce masque d'anonymat, nous avons activé le protocole Signature Peuple. Nous avons laissé de côté les tessons de céramique. Au lieu de cela, Axiom a analysé le seul registre qui ne ment pas. L'ADN humain. Nous avons chargé dans le système les génomes complets, extraits de dizaines de restes mortels trouvés dans les tombes autour de Stonehenge. L'intelligence a comparé ces génomes avec la carte génétique de l'Europe ancienne. Le résultat change à jamais l'histoire de la Grande-Bretagne. D'abord, Axiom a analysé les chasseurs-cueilleurs qui vivaient là avant toute construction. Leur génome était unique, isolé pendant des millénaires. Puis, il y a environ 6000 ans, il se produit quelque chose que le système classe comme un événement de remplacement total. Le génome ancien disparaît presque complètement.
Un nouveau peuple arrive sur l'île. Le marqueur génétique de ce nouveau peuple pointe sans aucun doute vers son origine. La région de l'Anatolie, dans l'actuelle Turquie, c'étaient des migrants, des pionniers, et ils ont apporté avec eux des choses que la Grande-Bretagne n'avait jamais vues. L'agriculture, le bétail domestiqué, et comme nous le comprenons maintenant, un savoir incroyable en ingénierie et en astronomie. Les bâtisseurs de Stonehenge, en réalité, n'étaient pas des natifs, c'étaient des étrangers, mais pas de l'espace comme certains l'ont théorisé, mais bien de l'autre bout de l'Europe. Ils sont arrivés avec un plan, mais la génétique ne raconte que la moitié de l'histoire. D'où venaient leurs ancêtres? Pour savoir où les bâtisseurs eux-mêmes ont grandi, Axiom a fait une analyse d'isotopes. La chimie de l'eau et de la nourriture que vous consommez dans l'enfance laisse une marque permanente dans l'émail de vos dents. La proportion de strontium et d'oxygène est comme un passeport géologique. L'analyse des restes mortels les plus importants, ceux enterrés au plus près des pierres, a donné un résultat choquant. Presque aucune des figures clés n'était locale. L'homme enterré à la base de Stonehenge n'a pas grandi là. Il a grandi à des centaines de kilomètres de distance, dans les montagnes du pays de Galles, exactement à côté des carrières d'où venaient les pierres bleues. D'autres sont venus du nord, des îles Orcades, où il existe d'autres complexes de pierres mystérieux. L'image qu'Axiom dessine est impressionnante. Stonehenge était loin d'être le sanctuaire d'une seule tribu. C'était un projet international. Un point de rencontre, un lieu de pèlerinage pour les personnes les plus intelligentes et habiles du monde antique. Elles venaient de loin pour appliquer leur savoir et, souvent, pour rester là pour toujours. Et leur société? Cette image d'un pharaon et de ses esclaves ne s'applique pas ici. L'analyse des tombes ne montre aucune hiérarchie de pouvoir. Il n'y a pas une seule tombe royale pleine d'or. La plupart ont été enterrés avec simplicité, mais avec un immense respect. Les squelettes ne montrent pas les signes d'un travail esclave épuisant. Au contraire, beaucoup d'os ont des fractures graves qui ont été bien soignées, ce qui prouve un niveau très élevé de soins communautaires. Axiom a modélisé cette société. C'était une société d'égaux, mais pas d'identique. Une société construite sur la base du savoir et non du pouvoir. C'était probablement une espèce de caste d'ingénieurs astronomes, gardiens de technologies sacrées, qui vivaient dévoués à une seule grande œuvre. Leur objectif n'était pas d'accumuler de la richesse. C'était d'accumuler de la sagesse. Le portrait est prêt. Ce ne sont pas des sauvages. C'est un peuple de migrants intellectuels, des scientifiques de l'âge de pierre. Ils ont apporté sur ces terres un savoir révolutionnaire et ont créé un centre de pèlerinage pour les initiés d'Europe. Mais la solution à un mystère n'en ouvre qu'un autre, encore plus profond. Pourquoi sont-ils venus ici? Que cherchaient-ils sur cette île humide et lointaine? Et où sont-ils allés? Car, après 1500 ans, leur culture unique disparaît, et leur savoir semble s'évaporer. Nous avons commis une erreur fondamentale. Pendant des millénaires, nous avons regardé le chef-d'œuvre, mais nous n'avons vu que son centre. Nous avons admiré le brillant, mais ignoré l'armature complexe qui lui donnait sens. Nous avons étudié Stonehenge comme s'il était seul. Il n'a jamais été seul. Stonehenge, en réalité, n'est pas l'œuvre entière. C'est seulement le pinacle, le centre d'un mécanisme gigantesque, dessiné sur des dizaines de kilomètres carrés de la plaine de Salisbury. Les autres monuments autour n'étaient pas le fond, ils étaient les composants. Axiom a activé le protocole synthèse paysage. Le système a arrêté de regarder la pierre et a regardé la carte. Et les connexions sont apparues. D'abord l'avenue, le chemin de terre de 3 km qui mène à l'entrée de Stonehenge. Sa ligne est parfaitement alignée avec le lever du soleil au solstice d'été. Sa fonction n'était pas celle d'une simple route. C'était une passerelle processionnelle, un tube de visée vers le soleil. Ensuite, à 3 km de distance, se trouve Durrington Walls, un établissement géant entouré d'un fossé qui incluait un autre monument, Woodhenge. Et ici, Axiom a trouvé la symétrie parfaite. Si Stonehenge est le royaume de la pierre, de la permanence et des morts, Durrington Walls était son miroir. Le royaume du bois, du temporaire et des vivants. La rivière Avon coule entre les deux. Elle ne servait pas d'obstacle. Elle fonctionnait comme une frontière, comme une rivière mythologique séparant les deux mondes. L'intelligence a reconstruit le rituel. Les gens se réunissaient dans le monde des vivants, en bois. Ils traversèrent la rivière, la frontière,
et entraient dans l'avenue, le chemin de pierre qui menait au monde des ancêtres. C'étaient deux parties de la même machine. Et, sous tout cela, existe le Grand Cursus. Une structure géante, de 3 km de long, 1000 ans plus ancienne que les pierres elles-mêmes. Axiom a identifié quelle fut la première chose construite. La grille de coordonnées originale, la règle sur laquelle tout le reste a été dessiné. Le paysage entier est l'instrument, un circuit imprimé gigantesque. Maintenant, nous avons toutes les pièces, l'ingénierie de l'équilibre, la logistique impossible des canaux, les impulsions de construction synchronisées avec le cosmos, la machine de transe acoustique, le peuple de scientifiques migrants et le paysage rituel. L'heure est venue du protocole final. Objectif. Axiom a synthétisé tout cela en un événement unique. Le scénario probable pour ce jour était celui-ci, le jour qu'ils ont attendu pendant des décennies, calculé par leur ordinateur de pierre. L'éclipse totale. La machine du paysage prend vie. La procession commence à Durrington Walls, le monde des vivants. Seuls les élus, les gardiens du savoir, traversent la rivière Avon. Ils remontent l'avenue, focalisant leur intention. Ils entrent dans le cercle. Le ciel s'aligne. Le soleil disparaît. Le moment est arrivé. Au signal, les gardiens frappent les pierres bleues. L'air vibre. Le cercle de grès capture le son, l'amplifie et le focalise sur les participants. Les fréquences alpha et θ pénètrent leurs esprits. Leur cerveau se synchronise avec la vibration. Ils n'agissaient plus comme des individus. Ils se fondaient en une conscience unique, collective et accordée. Leurs corps sont sur Terre. Mais leurs esprits, unis par la transe et propulsés par le moment cosmique, font la traversée. Mais pour aller où? Pour parler avec qui? Avec des dieux? Non. Avec leurs ancêtres. Stonehenge était une technologie de connexion. C'était une archive, un lieu pour garder des consciences. Ils croyaient que la sagesse de leurs grands ingénieurs et astronomes ne mourait pas. Elle restait liée à ce lieu. À ce moment exact, avec la machine allumée, ils pouvaient se connecter, poser des questions, recevoir des réponses, absorber le savoir. C'était ainsi qu'ils maintenaient leur science vivante, sans écriture. C'est ainsi qu'ils passèrent le savoir d'ingénierie et d'astronomie pendant 75 générations sans qu'ils ne se perdent. C'était leur bibliothèque vivante. Cela explique tout. L'effort titanesque, la précision, les pierres qui chantent. Mais s'ils étaient si sages, pourquoi ont-ils disparu? Axiom offre la réponse finale. Ce qui s'est passé ne semble pas avoir été un effondrement, mais un choix. Leur civilisation n'a pas fini détruite, elle a été remplacée. Vers 2200 avant Jésus-Christ, une nouvelle technologie est arrivée en Grande-Bretagne. Plus bruyante, plus agressive, plus séduisante. Le bronze. L'âge de la pierre, du savoir collectif, a laissé place à l'âge du métal, de la force individuelle. Pourquoi passer des décennies à construire une machine pour parler avec l'univers, si vous pouvez forger une épée de bronze et prendre ce que vous voulez à votre voisin? La nouvelle mentalité, focalisée sur le pouvoir matériel, a vaincu. Le savoir ancien n'est pas mort définitivement. Il est devenu clandestin, il est devenu secret. Il est devenu la base des mythes qui sont venus 1000 ans plus tard. Les druides, les mages, n'étaient que des échos déformés d'une grande science que le monde a troqué pour l'éclat du métal. 5000 ans, les pierres ont attendu. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous a permis de les entendre. Et elles nous ont raconté une histoire qui ne parle pas d'un passé primitif, mais d'un futur que nous avons perdu. Une histoire sur une autre voie que l'humanité aurait pu suivre. Si cette enquête vous a plu, votre abonnement à la chaîne nous aide à développer le projet de recherche Axiom. Nous serions ravis de lire votre réflexion sur le sujet de la vidéo dans les commentaires et votre suggestion pour le prochain thème à aborder. Dites-nous de quelle ville vous nous suivez. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout.